Comment construit-on une grande route quand il n'y a presque aucun endroit où la poser? D'un côté, une montagne abrupte, de l'autre, un oued encaissé au fond d'une gorge. Et entre les deux, parfois seulement quelques mètres de terrain utilisable. Pendant plus d'un siècle, des ingénieurs ont essayé de résoudre ce même problème. Ils ont taillé la falaise, ils ont percé la montagne. Et lorsque même cela ne suffisait plus, ils ont dû imaginer une troisième solution. Ce lieu existe en Algérie. Ce sont les gorges de Kerata. Et leur route raconte presque toute l'évolution de l'ingénierie moderne en un seul endroit. La première chose à comprendre, c'est que le problème de Kerata n'était pas seulement la montagne, c'était le manque de place. La RN9 traverse ici un relief extrêmement encaissé entre les hauts plateaux et la région de Béjaïa. La route suit l'oued Agrioun à travers une gorge spectaculaire. Sur une carte, le tracé paraît presque évident. Il suffit de suivre la vallée. Sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. La montagne descend brutalement vers le fond de la gorge. Dans certaines sections, la chaussée se retrouve coincée entre la paroi rocheuse et le ravin. Il reste très peu d'espace pour faire passer des véhicules, encore moins pour créer une route moderne suffisamment large. Chaque mètre compte. Si l'on gagne de la largeur du côté de la montagne, il faut retirer de la roche. Si l'on veut gagner de la place de l'autre côté, on se rapproche immédiatement du vide. Le problème devient donc presque géométrique. On ne cherche plus seulement le meilleur tracé, on cherche tout simplement un endroit où poser la chaussée. Pendant longtemps, la réponse a été relativement directe, découper la montagne. Les premiers grands aménagements modernes de l'axe remontent au XIXe siècle. La route suivait le relief en s'accrochant au flanc de la gorge. Des murs de soutènement étaient construits, des morceaux de falaise étaient excavés, des ouvrages permettaient de franchir les passages les plus difficiles. À l'époque, c'était déjà un chantier impressionnant. Mais ce système possédait une limite très simple. Une falaise ne peut pas être reculée indéfiniment. Plus la circulation augmente, plus la route doit devenir large, et plus cette largeur devient difficile à trouver. À Kerata, le principal obstacle n'était donc pas seulement de franchir une montagne. Il fallait construire dans un endroit où, par moment, le terrain nécessaire à la route n'existait presque pas. Pendant des décennies, on a continué à travailler avec cette contrainte. La logique restait la même. Il fallait plus d'espace, on taillait davantage la paroi. Mais chaque excavation modifie ce qui reste derrière. Une montagne n'est pas un bloc parfaitement uniforme. Elle contient des fractures, des discontinuités, des couches plus solides que d'autres. Des blocs qui peuvent être maintenus en place grâce à la masse de roches située autour d'eux. Lorsque l'on commence à retirer cette matière, la géométrie change. Un bloc auparavant stable peut perdre une partie de son appui. Une fissure existante peut devenir plus importante. Et dans un relief aussi raide, une petite instabilité peut suffire à créer un problème majeur. Cela ne signifie pas que chaque coup de pelle provoque un effondrement, mais il arrive un moment où continuer à retirer davantage de montagnes devient de moins en moins intéressant, parce que l'on ne fait plus seulement de la place pour la route, on augmente aussi la complexité géotechnique du versant que l'on vient de découper. Et à mesure que les véhicules deviennent plus nombreux, les limites de l'ancienne chaussée deviennent de plus en plus évidentes. Une voie étroite peut fonctionner pour un trafic limité. Elle devient beaucoup moins adaptée lorsque les poids lourds, les bus et les voitures doivent se croiser dans une gorge où les virages restent serrés. Le relief, lui, ne change pas. La circulation augmente. La montagne reste exactement au même endroit. C'est là que l'ancienne logique atteint sa limite. La question n'est plus simplement comment élargir la route, elle devient beaucoup plus difficile. Jusqu'où peut-on continuer à découper la montagne avant que cette méthode ne crée plus de problèmes qu'elle n'en résout? Dans les années 1980, les ingénieurs ont donc changé complètement de stratégie. Au lieu de continuer à suivre chaque courbe de la gorge, ils ont commencé à entrer directement dans le massif. L'idée paraît évidente aujourd'hui. Si la montagne bloque la route, on creuse un tunnel. Mais réaliser plusieurs kilomètres de tunnels routiers à travers ce relief représentait un changement radical d'échelle. Le projet a conduit à la construction de 3 grands tunnels routiers, accompagnés d'un viaduc. Les travaux ont progressé pendant les années 1980. Les tunnels ont été percés au milieu de la décennie, puis l'ensemble a été équipé et achevé vers la fin des années 1980. Au total, le système représente près de 6 km de parcours souterrain. Pour les automobilistes, le résultat est simple. On quitte la lumière, on entre dans la montagne, puis on ressort plus loin. Mais cette simplicité est justement ce que l'ingénierie cherche à produire, parce que la nouvelle solution change complètement le rapport avec le relief. Pendant plus d'un siècle, la route avait dû accepter la forme de la gorge, contourner, tourner, s'accrocher à la paroi, éviter les zones impossibles. Avec les tunnels, elle pouvait pour la première fois ignorer une partie de cette géométrie. La montagne n'était plus seulement un obstacle à contourner, elle devenait un matériau à traverser. C'est probablement l'un des changements les plus importants dans l'histoire de Kerata. On cesse de demander à la route de suivre la montagne, on demande à la montagne de laisser passer la route. Mais dès que l'on entre dans le massif,
un autre problème apparaît. Vu depuis l'extérieur, le calcaire de Kherrata semble extrêmement solide. Des falaises gigantesques, des parois massives, une montagne qui donne l'impression d'être presque monolithique. Puis on commence à creuser, et cette image disparaît. Les études géotechniques réalisées sur les tunnels montrent un massif fortement fracturé. Certaines zones contiennent de nombreuses discontinuités. Ailleurs, on peut rencontrer des zones de cisaillement ou des matériaux broyés autour de failles. Le RQD, un indice utilisé pour estimer la qualité d'un massif rocheux, peut devenir très faible dans certaines sections. Autrement dit, le problème n'est pas toujours de réussir à casser une roche trop dure. Parfois, le problème est exactement l'inverse. La roche est déjà tellement découpée naturellement qu'il faut empêcher les blocs de se détacher. Imaginez une montagne faite non pas d'un seul bloc, mais d'un gigantesque puzzle. Depuis la vallée, toutes les pièces semblent tenir ensemble. À l'intérieur du tunnel, on découvre les joints entre elles. Une section peut être relativement saine. Quelques mètres plus loin, la qualité du massif peut changer. Une zone fracturée apparaît, puis une autre. Le front de taille devient alors beaucoup plus difficile à prévoir. Et c'est là que l'expérience géologique devient essentielle. Avant d'avancer, il faut observer la roche, mesurer l'orientation des fractures, repérer les zones faibles, adapter le soutènement. Parce qu'une montagne qui paraît solide de l'extérieur peut devenir, à l'intérieur, un assemblage de blocs qu'il faut maintenir en équilibre. Le défi n'était donc pas seulement de casser la montagne, il fallait comprendre ce qu'elle cachait à chaque nouveau mètre. Et une fois ce mètre creusé, il fallait souvent le stabiliser presque immédiatement. C'est une partie du travail que l'on ne remarque presque jamais lorsqu'on traverse un tunnel terminé. On voit une paroi régulière, du béton, de l'éclairage, une chaussée. Tout paraît fixe. Mais pendant la construction, le tunnel est une ouverture nouvelle dans un massif qui avait trouvé son équilibre depuis des milliers ou des millions d'années. Avant l'excavation, la roche soutenait la roche, puis une partie disparaît. Les contraintes se redistribuent. Un bloc peut commencer à bouger, une fissure peut travailler, une paroi peut se déformer localement. C'est pourquoi le creusement et le soutènement doivent avancer ensemble. Dans les terrains relativement bons, la roche peut rester stable avec un renforcement limité. Dans les zones plus faibles, il faut intervenir rapidement. Des boulons d'ancrage sont forés profondément dans le massif. Leur rôle est de solidariser plusieurs blocs de roche entre eux. On peut ensuite appliquer du béton projeté directement sur la surface excavé. Il épouse la forme de la paroi et crée rapidement une première coque de protection. Dans les secteurs plus difficiles, des cintres métalliques viennent renforcer cette structure. Et lorsque la roche devant le tunnel paraît particulièrement instable, un pré-soutènement peut être installé avant même que l'excavation n'atteigne complètement la zone. La logique est presque paradoxale. Pour avancer, il faut enlever de la roche. Mais dès qu'on l'enlève, il faut immédiatement commencer à reconstruire une forme de soutien artificiel. Un tunnel n'est donc pas simplement un trou que l'on creuse, c'est un vide que l'on crée, puis que l'on doit convaincre la montagne de laisser ouvert. Et si ce genre de sujet vous intéresse, j'ai aussi consacré une vidéo entière à ce qui se passe sous la Méditerranée. Elle est un peu passée sous les radars de YouTube, alors je vous la recommande vraiment. Le lien est sur la fiche en haut à droite ou directement dans la description. Une fois le tunnel creusé et stabilisé, on pourrait croire que le plus difficile est terminé, mais plusieurs kilomètres sous terre créent un environnement complètement différent d'une route à ciel ouvert. Il faut maintenant y faire circuler des véhicules. Et surtout, il faut gérer ce qu'ils rejettent. Le principal ensemble de tunnels de Kherrata approche 6 km. Il présente également une pente moyenne d'environ 5%. Cela paraît modéré lorsque l'on regarde une route en surface. Dans un tunnel long, cette pente a pourtant une conséquence importante. Un véhicule qui monte demande davantage de puissance au moteur. Pour les véhicules diesel, en particulier les plus anciens ou les plus lourds, cela peut augmenter les émissions de particules et de gaz. À l'extérieur, ces polluants sont rapidement dispersés par l'atmosphère. Sous plusieurs kilomètres de roches, ils doivent être évacués autrement. Des études réalisées dans les tunnels de Kherrata ont justement mesuré les particules produites par le trafic. Les véhicules diesel étaient particulièrement importants dans ces émissions, et la circulation en montée pouvait générer davantage de pollution que dans le sens descendant. La ventilation devient alors une partie essentielle de l'ouvrage. Elle ne sert pas simplement à rendre l'air plus agréable, elle permet de contrôler la qualité de l'atmosphère dans le tunnel. Et en cas d'incendie, le problème devient encore plus critique. Un véhicule peut brûler dans un espace relativement limité. La chaleur est dangereuse, mais la fumée peut l'être encore davantage. Elle réduit la visibilité, elle contient des gaz toxiques. Elle peut se propager très loin dans le tube si elle n'est pas correctement contrôlée. C'est pourquoi les tunnels doivent intégrer des systèmes de ventilation, d'extraction et de sécurité adaptés. L'infrastructure invisible devient presque aussi importante que le tunnel lui-même. Percer la montagne ne suffisait donc pas. Une fois la galerie créée, il fallait transformer plusieurs kilomètres de roches excavées en un espace où la circulation pouvait réellement fonctionner.
Puis les décennies passent, le trafic continue d'augmenter, les véhicules deviennent plus nombreux, la RN9 doit une nouvelle fois être modernisée, et les ingénieurs découvrent quelque chose d'assez ironique. Le problème initial est toujours là. La gorge n'a pas grandi, la montagne n'a pas reculé, l'oued occupe toujours le fond du relief. Certaines sections restent extrêmement étroites. Sauf que cette fois, on ne cherche plus simplement à faire passer une ancienne route. Il faut créer une infrastructure beaucoup plus large et plus sûre. Une partie de l'axe doit atteindre environ 10 mètres de plateforme. Dans certaines portions, l'ancienne route n'en offre que quelques-uns. On pourrait recommencer à tailler massivement la falaise, mais cela signifie retirer encore davantage de roches dans un versant déjà complexe. On pourrait essayer de construire vers l'oued, mais la géométrie du ravin rend cette solution extrêmement difficile dans certaines zones. Les ingénieurs se retrouvent donc face au même problème que leurs prédécesseurs. Comment ajouter plusieurs mètres de route lorsque l'espace nécessaire n'existe pas? La réponse moderne est probablement l'une des parties les plus spectaculaires de Kherrata. Au lieu de chercher le terrain, on le construit. Sur environ 2,3 km, la nouvelle plateforme utilise des structures en porte-à-faux. De grandes poutres sont ancrées dans le côté existant de la route et dans le massif. Elles s'étendent vers l'extérieur. Puis, la nouvelle chaussée est construite dessus. Autrement dit, une partie de la route ne repose plus sur un terrain naturel qui aurait été élargi. Elle est portée par une structure qui projette la chaussée au-dessus du relief. Le projet moderne comprend également 4 tunnels et 3 viaducs. On ne dépend donc plus d'une seule technique. Lorsque le massif peut être percé, on creuse. Lorsqu'une vallée doit être franchie, on construit un viaduc. Et lorsqu'il manque simplement quelques mètres de terrain le long de la paroi, on fabrique ces mètres au-dessus du vide. C'est peut-être le meilleur symbole de l'évolution de Kherrata. Les premières générations retiraient de la montagne pour créer de la place. Les ingénieurs modernes peuvent parfois faire exactement l'inverse. Créer de la place sans retirer la montagne. Si cette vidéo vous apprend quelque chose, pensez à la partager autour de vous. C'est probablement la meilleure façon de faire découvrir ce genre d'histoire à d'autres personnes. Et c'est ici que toute l'histoire de Kherrata prend une autre dimension. Parce qu'en observant la gorge aujourd'hui, on peut presque lire plus d'un siècle et demi d'évolution de l'ingénierie dans le paysage. Le problème des départs n'a pratiquement jamais changé. Il faut relier 2 régions à travers un relief extrêmement contraignant. La montagne est là, l'oued est là, la gorge reste étroite. Mais les réponses apportées par chaque génération sont complètement différentes. Au XIXe siècle, la solution consiste surtout à travailler avec la surface disponible. On taille la falaise, on construit des murs, on accroche la chaussée au relief. La route accepte la forme de la montagne. Puis arrive une deuxième génération. Le trafic augmente, les besoins changent, les techniques de creusement deviennent capables de soutenir des ouvrages beaucoup plus ambitieux. Dans les années 1980, on ne se contente plus de suivre la montagne, on la traverse. Près de 6 km de tunnels permettent à la route de disparaître dans le massif avant de ressortir plus loin. Mais même cette solution ne règle pas tout pour toujours. Quelques décennies plus tard, la circulation exige encore davantage de capacité, et certaines portions restent coincées dans exactement la même gorge. Alors une troisième philosophie apparaît. On combine les méthodes. Un tunnel ici, un viaduc plus loin, une plateforme en porte-à-faux lorsque la paroi ne laisse plus suffisamment de terrain. Ce qui est fascinant, c'est que chaque ouvrage raconte la technologie disponible à son époque. La vieille route révèle une période où l'on devait négocier presque mètre par mètre avec la falaise. Les grands tunnels montrent le moment où l'ingénierie a pu commencer à ignorer une partie du relief. Les structures récentes montrent une époque où l'on peut fabriquer une nouvelle géométrie autour de la montagne elle-même. Et pourtant, toutes ces générations travaillent sur le même problème, faire passer une route dans un endroit qui ne semble pas vouloir lui laisser de place. C'est probablement pour cette raison que les gorges de Kherrata sont bien plus qu'un simple paysage spectaculaire. Elles constituent presque un musée à ciel ouvert de l'ingénierie routière. On peut y voir plusieurs réponses successives à la même question. Comment franchir un relief que l'on ne peut pas déplacer? La première réponse était de découper son flanc. La deuxième, de passer directement à travers. Et aujourd'hui, lorsque même la montagne ne laisse plus assez de place, la route peut simplement continuer à côté d'elle, au-dessus du vide.